découvrir, je vous le conseille vivement. À la base, c'est une nouvelle de science-fiction écrite par un auteur qui s'appelle Ted Chiang, dans un recueil qui s'appelle La forteresse de Babylone. Et le film met en scène la manière dont la rencontre avec des extraterrestres, par le biais de l'apprentissage de leur langage, leur forme de langage n'étant pas du tout bâtie comme le nôtre. Nous avons un langage linéaire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Il y a un début, une progression, et on va vers la droite quand on écrit, on avance dans le temps quand on parle, mais c'est toujours linéaire et continu. Les extraterrestres que rencontrent les personnages de premier contact ont un langage et une pensée circulaire. Et l'apprentissage de ce langage, en changeant la manière de penser, change quelque chose d'absolument fondamental dans le rapport au monde, qui est le rapport au temps. Donc je ne peux pas en dire plus, mais je trouve ce film, la puissance qu'a cette illustration de la manière dont le langage, les concepts que nous utilisons façonnent notre pensée, il est d'une puissance extrême. Tu l'as vu? Oui, j'ai adoré aussi. Un mot sur ce film, peut-être? Ah bah non, enfin, moi pareil, j'ai beaucoup apprécié ça, effectivement, ce travail sur le langage. J'y allais en m'attendant en fait à quelque chose du genre Contact, le film inspiré par Sagan, où là effectivement il s'agissait plus de rencontres du troisième type, voilà, et en fait non, c'est effectivement tout un film sur comment communiquer avec quelque chose qui est complètement autre, et oui, ça m'a fasciné aussi. Je l'ai vu récemment, il y a des images extraordinaires quand il parle. C'est beau, c'est magnifique. Oui. Voilà, vous savez quoi faire de votre soirée, si besoin était. Sylvie, il y a d'autres œuvres de science-fiction inspirées franchement de la science que tu recommanderais pour faire des liens et des ponts? Alors moi, personnellement, je suis toujours fascinée par un auteur qui me colle des grands coups de vertige scientifique, c'est Greg Egan. Greg Egan est un auteur qui a la réputation d'être un auteur difficile. Il l'est parfois, honnêtement, mais il est beaucoup plus accessible dans ses nouvelles, et c'est un excellent nouvelliste. Il en a écrit beaucoup, et il pose vraiment des questions fondamentales, vertigineuses, il n'y a pas d'autre mot, très variées. C'est un scientifique, c'est évident. Il pose des questions sur, en particulier, qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que la question comment traiter la question de l'identité si on imagine qu'on peut changer des tas de choses dans ce que nous sommes? Si nous pouvons, par exemple, modifier nos souvenirs avec des greffons, si nous pouvons peut-être jouer à façonner notre personnalité en modifiant nos goûts et nos centres d'intérêt, si nous pouvons nous projeter dans un univers virtuel sous la forme d'une créature numérique, si nous pouvons, etc. Mais finalement, est-ce que c'est toujours moi? C'est quoi? Qu'est-ce qui forge mon identité? Et c'est une question essentielle, c'est une question qu'on peut commencer à se poser dès qu'on prend des anxiolytiques, dès que, enfin, vous avez peut-être eu l'occasion de constater personnellement ou parmi vos proches à quel point certains types de médicaments peuvent modifier fondamentalement au moins l'apparence de la personnalité qu'on a en face, et puis ce que j'appelle son rapport au monde, la manière dont elle vit toutes ces expériences. Eh bien, il interroge ça d'une manière extrêmement approfondie. Et dans ses nouvelles, alors, je vais dire un titre, Mortelle Ritournelle, une nouvelle inoubliable, où des techniques de marketing envahissantes ont des effets imprévus sur une certaine frange de la population qui est particulièrement sensible. Cette nouvelle, Mortelle Ritournelle, un bijou, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, Greg Egan. Ça s'écrit comment, Egan? Greg, G-R-E-G, Egan, E-G-A-N. C'est un Australien.
Donc personne n'a jamais vu d'image. Pareil, peut-être que tu connais Greg Egan. Alors j'ai eu l'occasion d'entendre son nom plein de fois, on me l'a conseillé, mais pas suffisamment encore pour que j'ai pris le temps de le lire. Mais oui, je le ferai, mais non, j'ai rien lu. Et en conseil, est-ce qu'il y a des auteurs, pareil, ou des autrices, ou des films que tu conseillerais avec un rapport fort à la science? Bah, donc ça rejoint la question de tout à l'heure. Alors pour les livres, non, j'en ai pas trop, parce que très honnêtement, la lecture c'est un peu un canal privilégié pour moi, où quand je lis, j'essaye un peu de déconnecter mon côté physicien et même scientifique en fait. Et du coup, je serais bien en mal de citer, comme tu l'as fait, des ouvrages pour ça, disons, pour amener vers la science. Les films, c'est un peu différent. Et oui, effectivement, on a cité Interstellar tout à l'heure. Moi, j'incite aussi, j'invite tout le monde à re-regarder La planète des singes. Ça peut sembler bizarre, mais ce film, on oublie qu'il y a Charlton Heston et qui est Charlton Heston, mais à part ça, La planète des singes, c'est vraiment un excellent film sur la nature de la science, sur ce que ça veut dire que construire une théorie, qu'est-ce que c'est qu'une théorie dominante. Il y a tout un côté qui rappelle l'Inquisition et le procès de Galilée. Et ça commence aussi par de la relativité restreinte. Et qu'est-ce que c'est que le temps? Il est vraiment hyper riche, quoi. Dans le cinéma des années 70, comme ça, il y a vraiment plusieurs bijoux de ce type-là. Après, pour la jeune génération, je ne sais pas s'il y en a qui regarderont ça, mais c'est un autre rythme. Voilà, c'est un cinéma qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Il faut quand même se dire il va y avoir des moments un peu longs. Voilà, on est peut-être plus tellement habitué à ça. C'est aussi un livre. C'est aussi, oui, tout à fait, c'est un livre de Pierre Boulle. Alors le livre, c'est un peu différent. L'adaptation en film du livre a laissé tomber beaucoup de choses du livre, mais du coup, on fait un objet beaucoup plus intéressant, à mon avis. Voilà. Parce que justement, il insiste beaucoup plus dans le film sur cet aspect. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être en désaccord avec une théorie? Comment est-ce que ça peut se montrer ou pas? Est-ce qu'on peut faire de la science-fiction aujourd'hui comme on en faisait hier avec l'évolution des sciences civiles? Je pense aux voyages dans le temps, par exemple, qui ont fondamentalement évolué. On a du mal maintenant à aller plus vite que la vitesse lumière, par exemple. On fait bien ce qu'on veut, hein, avec les trous noirs et des jolis petits trucs sympathiques que nous ont inventés les astrophysiciens et les physiciens. On joue comme on veut. Il faut trouver le vocabulaire et quelques éléments théoriques qui s'y prêtent. Je ne crois pas que l'évolution de la science bride quoi que ce soit dans ce qu'on peut imaginer. Oui, mais en informatique, est-ce qu'on écrirait quelque chose cyberpunk aujourd'hui comme le neuromancien il y a 30 ans? La caractéristique des bonnes œuvres littéraires, c'est qu'elles vieillissent très peu. Je préfère parler littérature que cinéma personnellement, mais bon, peut-être qu'on partage plus facilement en parlant du cinéma. Si tu me demandes est-ce qu'on peut encore écrire Matrix comme on l'a écrit à l'époque où on l'a tourné, ben oui, les thématiques de Matrix, elles sont intemporelles. À partir du moment où on a à la fois des univers virtuels et ce qu'on appelle l'univers réel, si ça existe, je suis très dubitatif comme fille. Mais à partir des univers virtuels, on en a eu bien avant les ordinateurs, hein. Que ce soit des univers psychédéliques, des univers du conte et du récit, des univers de la magie et des superstitions. On a toujours eu plein d'univers qui coexistaient, auxquels on croyait, ou plus ou moins, où certains croyaient, d'autres non. Donc la thématique de Matrix, que si l'informatique évolue, la thématique, elle est toujours là. Même question sur les films, vous avez l'impression qu'il y a une évolution ou pas du tout? Alors, je vais plutôt parler des livres, en fait. Très bien. Je discute ces questions pour... Non, parce que... pour moi, la science-fiction, l'intérêt, moi, en tant que lecteur, c'est pas tant que ça soit vrai, que ça se rapproche de la science telle qu'on fait, c'est que ça soit intelligent, en fait. Et ça peut très bien partir d'une hypothèse qui est manifestement fausse,
Mais on l'accepte, voilà, page 1, l'hypothèse, et ensuite on déroule quelque chose qui est en accord avec ça, qu'est-ce qu'il en déroule et du coup on peut être pris par ça, enfin comme tu le mentionnais, la magie c'est exactement ça. Je pense que la plupart des gens qui lisent de la fantaisie et de l'apprécient ne croient pas forcément à l'existence des sorcières et des dragons, quoi. Mais ça marche. Et dans le côté scientifique, plus hard science, du coup de la science-fiction, ça marche aussi. Hein. Le voyage dans le temps, je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter de lire et pour les auteurs d'écrire des histoires de voyage dans le temps. C'est tellement riche. Même si, alors tu dis, il y a effectivement des moyens avec les trous noirs, les trous de verre, etc., de justifier, de donner un prétexte, dire, vous voyez, allez, les physiciens, ils nous disent que c'est peut-être un peu possible. Voilà, bon, très bien. Voilà. On achète. Allez-y, faites-nous une histoire de voyage dans le temps qui se tient. Et là, si c'est une belle histoire avec quelqu'un qui a du talent pour raconter des histoires, ça marche, quoi. Il n'y a pas un moment de suspension d'incrédulité où on se dit ah, et là j'y crois plus du tout et c'est encore plus difficile d'en lire ou d'en voir en tant que scientifique. Je sais pas, mais ça c'est le cas de toute la littérature. Hein. Vous lisez, je sais pas, vous lisez Les Mille et Une Nuits, on y croit, on n'y croit pas. C'est pas la question en fait. Enfin, la question c'est d'arriver à s'y plonger, à mon avis, de se mettre dans l'univers qu'on nous propose, d'en accepter les règles, les contours, et après l'auteur nous y promène comme il veut, et là c'est gagné, quoi. En fait, c'est un problème de cohérence. En général, on le définit comme ça. On peut partir sur à peu près n'importe quel principe, mais une fois qu'on a choisi un principe, en tant qu'auteur, il faut être extrêmement rigoureux par rapport à ça, et cohérent, et il faut que toutes les conséquences qui découlent de la proposition initiale dont on part tiennent la route. Par exemple, si on est dans un univers où on a des duplicateurs qui permettent de reproduire n'importe quel objet, on ne peut pas en même temps imaginer que l'économie continue à fonctionner sur le principe actuel. C'est ça la grande difficulté, c'est d'aller jusqu'au bout de toutes les conséquences de la théorie dont on a choisi de partir. Et plus on part sur des théories qui sont un petit peu éloignées des théories actuelles, et plus l'exercice est difficile. D'autant plus que dans certains cas, on peut en arriver à essayer de dire des choses qu'on n'a pas tout à fait les mots ou les concepts pour dire proprement. Alors, moi, il y a une chose que je fais en tant qu'auteur, en tout cas, on n'en a pas trop parlé de ça, c'est faut-il explicitement exprimer, quand on écrit, la science sur laquelle on s'appuie. Est-ce qu'il faut la détailler? Et c'est un petit peu rébarbatif si on le fait. Mais de mon point de vue, ce qui est gênant, c'est pas que ce soit ennuyeux ou rébarbatif ou qu'on ait envie de sauter les passages. C'est que si on raconte des histoires de vie, on n'est jamais... Enfin, je sais pas si Richard est une créature différente de moi, c'est possible. Mais moi, si je devais expliquer comment fonctionne une cuisine actuelle à quelqu'un qui vivait au Moyen-Âge, par exemple, et si je lui parlais du réfrigérateur, pour essayer de lui faire ressentir ce que c'est que d'avoir un réfrigérateur dans sa maison, je ne me mettrais sûrement pas à lui expliquer ce que c'est que le principe qui permet de fabriquer du froid. Jamais, quand j'ouvre mon réfrigérateur, je n'y pense. Par contre, peut-être que j'aurais envie de lui expliquer, oui, alors tu vois, quand tu prends la porte, c'est collé, et puis si tu tires un peu, tout d'un coup, ça va se décoller, et après, ça glisse tout seul. Mais si tu la refermes, ça se recolle. Cette fermeture magnétique, je me dis, ce serait totalement intriguant pour quelqu'un qui vivrait au Moyen-Âge. Mais je ne vais pas aller lui expliquer, ni comment fonctionne l'électricité. Vous vous demandez des fois comment ça marche quand on met un truc dans la prise. Moi, je suis incapable de l'imaginer, et j'ai fait des études d'ingénieur, mais franchement, c'est le dernier de mes soucis. Moi, je suis complètement en accord avec ça, et en particulier en tant que lecteur, il n'y a rien qui me saoule davantage qu'une belle histoire, puis tout d'un coup, petit encadré. Alors, la mécanique quantique, mais pourquoi on nous parle de ça? Ou alors dans les films, le gars qui arrive en blouse blanche, oui, alors le voyage temporel, en plein milieu d'une scène, enfin il faut toujours qu'il y ait effectivement le sort d'alibi, et très souvent ça sert à rien parce que ce qui est dit, c'est de la science qui est souvent pas de la science, donc ça sert à rien, ça n'explique rien dans le film non plus, et c'est juste là pour faire science, quoi. On dirait qu'il touche un petit peu plus d'argent s'il y a le gars en blouse blanche, quoi. La question, c'est la question du postulat, en fait. Est-ce qu'on doit tout expliciter, ou est-ce qu'au contraire, pour le scénario, on doit laisser un petit peu couler pour que ce soit juste cohérent et fluide, quoi. Je crois qu'avec Richard, on est du même avis là-dessus, puisqu'il nous parlait d'Interstellar.
Il faut que ce qu'on nous donne à voir, à ressentir en surface, les images de trous noirs dans Interstellar correspondent aux théories qu'on a actuellement sur ces objets. Donc, pour quelqu'un qui est un spécialiste du domaine, c'est une satisfaction de voir qu'effectivement, visuellement, ça colle. Mais pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du domaine, c'est tout simplement beau, c'est évocateur. Mais est-ce que c'est pas un argument supplémentaire pour le spectateur qui va voir Interstellar de se dire j'ai quelque chose qui colle à peu près à ce qu'on sait aujourd'hui en science? Est-ce que l'argument scientifique est pas... Il faudra leur demander en fait, mais... Enfin, pour moi, oui, très clairement, mais je peux aussi bien aller voir Le Seigneur des Anneaux et la guerre des étoiles, je pense, ou la guerre des étoiles, voilà. Où là, disons que l'intérêt, enfin là, il n'y en a pas dans la guerre des étoiles, donc c'est carrément... mais dans Interstellar, effectivement, je pense que c'est un des films où c'est le plus, ce que tu dis là est le plus criant. Moi, il y a une scène de Interstellar que je trouve fabuleuse de ce point de vue-là. C'est, pour ceux qui n'ont pas vu, bouchez-vous les oreilles. Non, de toute façon, vous ne serez pas obsédé. À un moment, un personnage se trouve sur une planète sur laquelle il y a des vagues, mais énormes. Elle est entièrement recouverte d'eau, il y a ça d'eau partout. Sauf que, voilà, il y a des vagues énormes, tout d'un coup, qui apparaissent, et on nous explique à aucun moment pourquoi. Et ça passe dans le film, il y a des vagues, point barre. Sauf que quand on est physicien, il y a un truc qui s'appelle les effets de marée. Quand on a une planète qui est proche d'une masse importante, comme c'est le cas là dans le film, et bien effectivement, ça produit des effets de marée, ça attire davantage l'eau que la Terre d'un côté, et ça fait un bourrelet qui se trimballe, comme sur la Terre les marées. Ben voilà, si le champ de gravitation est fort, plutôt très inhomogène, et ben ça produit des vagues comme ça. Et voilà, en tant que physicien, on se dit, waouh, le gars, il a pensé à ça en fait. Enfin là c'était Kip Thorne, du coup le prix Nobel, qui a pensé à ça. Mais voilà, on a le plaisir de tout ça. Après on peut avoir le plaisir de l'expliquer aussi, d'en parler aux gens. Et voilà, dans des conférences aux étudiants, on dirait, vous voyez là c'est pas au hasard. Mais je pense que le fait qu'après que quelqu'un n'ait pas vu ça, ne soit passé à côté de cette explication et voit le film n'en reste pas moins intéressant et beau. Donc là c'est complètement réussi de ce point de vue-là, il y en a pour tout le monde en fait. Dernière question pour toi Sylvie, avant qu'on vous passe la parole. Toi, il t'est arrivé de dialoguer avec des scientifiques pour certains points pour préparer des récits ou des nouvelles? Je sais pas comment. Alors, quand c'est des sujets que je connais peu, non, j'avoue que, en général, je me sers beaucoup de la Wikipédia. J'ai essayé de mettre en scène différents types de créatures extraterrestres. Ça a été ce qui scientifiquement m'a posé le plus de problèmes. Mais je n'essaie pas d'expliquer dans le détail. Sur ma planète Chaya, j'ai essayé d'avoir un cycle biologique homogène, cohérent, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la culture du peuple qui a cette biologie particulière. Quand j'écris la minéralogie, quand je décris une intelligence extraterrestre qui physiquement se présente comme un gros tas de sable, ben, il faut mieux connaître un peu la composition du sable. Mais en même temps, si j'étais allé demander à un minéralogiste si ce que je faisais lui paraissait sérieux ou crédible, je me demande quelle tête il aurait fait. Mais est-ce que c'est un plaisir particulier justement de faire une recherche sur les formes de vie en exobiologie pour imaginer ton tas de sable qui vit? Ah ben oui, forcément, c'est excitant, mais de toute façon, raconter une histoire, c'est excitant, amusant, intéressant, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas non plus pour ce qu'on y gagne. Je disais ça à propos de la science tout à l'heure. C'est tout aussi vrai à propos de la littérature. T'as bien choisi tes deux métiers, toi. Je ne vis pas pour gagner beaucoup d'argent, sinon je me serais déjà suicidée. Mais c'est extrêmement excitant. Et oui, c'est un plaisir, mais c'est tout aussi excitant, honnêtement, d'avoir un personnage qui tout d'un coup se met à infléchir le cours de l'histoire qu'on avait prévu et qui refuse de réagir comme on avait imaginé qu'il le ferait. Quand avoir des personnages qui prennent corps, c'est aussi extraordinaire que de plonger dans des vraies théories scientifiques pour écrire un truc qui a l'air à peu près crédible. Ça fait un peu plus de 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants
C'est le moment sur un film que vous avez vu, un livre que vous avez lu ou un domaine scientifique. Ou un auteur. Ouais. Oui, moi j'ai vu la série Dark, qui est allemande, si je ne me trompe pas, et ça parlait du voyage dans le temps. Et justement, c'était une histoire très complexe parce que l'histoire est vraiment fragmentée sur différentes années. Et je vais rebondir aussi par rapport à ce qu'on travaille aussi dans nos cours. Les histoires contemporaines sont beaucoup plus fragmentées aussi, comme l'histoire de Dark. Et je me demandais si maintenant les histoires n'étaient pas plus compliquées à écrire, justement. Alors, je peux répondre sur l'aspect histoire dans le voyage dans le temps. Parce qu'il se trouve que je viens de terminer la traduction d'un livre de James Gleick qui s'appelle Time Travel, le voyage dans le temps, où il s'intéresse à l'histoire du concept, en fait, donc dans la littérature, le cinéma et la science. Et donc du coup, je me permets de reporter un peu ce qu'écrit l'auteur. Et oui, l'histoire, la manière de raconter des histoires, elle a effectivement changé. Et de manière plus précise, depuis H.G. Wells, en fait, donc depuis un peu plus de 100 ans, le fait les gens ont commencé à imaginer qu'on puisse voyager dans le temps, que le temps, ça soit quelque chose dans lequel on puisse aller. C'est pas une idée qui est si vieille que ça, en fait, c'est très, très surprenant. Et ça a eu un impact très fort sur l'ensemble de la littérature, en fait, parce que les gens ont commencé à se permettre, effectivement, même s'ils ne parlaient pas de voyage dans le temps, de raconter des histoires dans lesquelles on mettait la fin temporelle avant le début, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez tardif. Du coup, bon, dans la science-fiction, oui, la science-fiction est née avec tout ça, mais même dans la littérature dite classique ou non science-fictionnelle, c'est aussi le cas, en fait. La manière de raconter l'histoire, elle a changé énormément. Probablement pas simplement à cause de H.G. Wells, mais elle évolue en permanence du fait que, oui, certains inventent des manières de raconter, et puis ça influence d'autres. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus précis en tête que ça. C'était plutôt dans la conception, dans l'écriture de l'histoire, plus précisément, au moment de la création. Alors il me semble que ce qui a changé peut-être, en tout cas quand je lis des vieilles histoires, et je me dis on ferait plus comme ça maintenant, c'est le fait qu'on explique beaucoup moins. Quand je me suis retrouvée en position de faire travailler des jeunes auteurs, un des conseils que je donne le plus fréquemment, c'est bon, si vous commencez à écrire une histoire, que vous avez toute une partie introductive pour expliquer le contexte, la situation,